Le craquement était silencieux. Pas un tonnerre, pas une explosion. Un simple claquement sec, comme une phalange qui cède dans une pièce vide. Et puis le sol sous ses pieds a cessé d'exister. Pendant une seconde entière, il n'y avait rien. Pas de sol, pas de son, pas de souffle. Juste cette absence absolue, nauséeuse de gravité que le corps humain n'a aucun cadre pour traiter. L'estomac remonta dans la gorge. Les bras cherchèrent quelque chose, n'importe quoi, et ne trouvèrent que de l'air froid qui filait à toute vitesse. Les parois du glacier défilaient de chaque côté, lisses comme du verre poli, n'offrant aucune prise. Pas de rebord, pas de corde, rien. Puis l'impact arriva. Ce n'était pas comme heurter un mur, c'est le mur qui le heurta, avec la pleine intention de le détruire. Le côté droit prit le premier choc, et il entendit et sentit son bras se fracturer simultanément, un craquement humide et broyant qui remonta par l'épaule jusqu'au crâne. Il pivota. Son dos frappa la paroi opposée, et 3 côtes cédèrent en un seul souffle. Puis il tombait à nouveau. Les parois se resserraient, et il les frappait encore et encore, rebondissant entre la glace comme quelque chose de brisé et d'abandonné, jusqu'à ce que la lumière au-dessus de lui, cette mince fente de ciel blanc, ne soit plus qu'un trait, infiniment loin. Et puis il s'arrêta. Bienvenue sur The Human Limit, je suis votre hôte. Ce que vous venez de traverser dans ces premières secondes, cette chute libre, cet impact fracassant, ce silence soudain et glacial, c'est exactement ce qu'un homme a vécu au fond d'un glacier himalayen, seul, sans que personne sur Terre sache où il se trouvait. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Appuyez sur abonner, likez cette vidéo. Parce que ce que nous allons traverser ensemble n'est pas simplement un récit de survie. C'est une démonstration de ce que le corps humain et la volonté humaine peuvent endurer avant de lâcher, ou de refuser de le faire. Restez avec moi. Il était en expédition depuis 11 jours. Son nom n'a pas d'importance pour cette histoire. Ce qui compte, c'est ce qu'il était. Expérimenté, méthodique, le genre d'alpiniste qui avait passé 2 décennies à apprendre que l'Himalaya ne pardonne pas l'arrogance. Il avait gravi des sommets que la plupart des gens ne connaissent qu'en photographie. Il comprenait le terrain glaciaire. Il connaissait les crevasses, ces fractures profondes dans la glace qui s'ouvrent lorsqu'un glacier se déplace, qui se cachent sous une fine couche de neige soufflée par le vent, invisible jusqu'à ce qu'on se tienne directement au-dessus d'elle. Il savait tout cela. Et le glacier le prit quand même. Il était un peu plus de 7 heures du matin, et la lumière avait cette teinte dorée particulière à l'Himalaya qui fait paraître chaque surface solide et sûre. Il traversait une section qu'il avait empruntée la veille. Même itinéraire, même cap. Il n'était pas imprudent. Il était exactement aussi prudent qu'il l'était toujours. La neige sous son pied gauche tint. La neige sous son pied droit ne tint pas. Dans la fraction de seconde entre le déplacement de son poids et le cédement de la surface, son cerveau enregistra ce qui se passait. C'est la partie la plus cruelle. Il savait. Il eut juste assez de temps pour comprendre avant que le monde ne s'ouvre et ne l'engloutisse. 70 pieds, 20 mètres. En chute libre, cela prend environ 2 secondes. 2 secondes pendant lesquelles les parois étroites de la crevasse défilèrent à toute vitesse, et il tenta d'enrayer sa chute avec son piolet, l'appuyant contre les parois, ne trouvant aucune prise sur une glace polie par des années de compression glaciaire. Il pivota une fois. Il frappa la paroi droite avec l'épaule, et l'humérus se brisa net. Il ne cria pas. Il n'y avait pas le temps. Il frappa la paroi gauche avec sa cage thoracique, et les côtes du côté gauche cédèrent, puis celles du côté droit. Puis il culbutait, et la lumière rapetissait, et les parois se rapprochaient. Et puis, avec un dernier impact qui lui vida les entrailles, tout s'arrêta. Il était vivant. Pendant un moment, il ne le sut pas avec certitude. Il était allongé sur le dos, sur une surface qu'il ne pouvait pas encore voir ni comprendre, et tout son corps criait dans une langue qu'il n'avait jamais entendue. Pas exactement de la douleur, quelque chose de plus grand que la douleur. Chaque nerf de son tronc se déclenchait simultanément,
et le signal était si écrasant que son cerveau ne pouvait tout simplement pas le traiter. Il était conscient, mais il n'était pas présent. Il était quelque part légèrement en dehors de lui-même. Puis il respira, et ce souffle le projeta de nouveau dans son corps comme une clé tournant dans une serrure. Les côtes. Au moment où ses poumons se dilatèrent, les côtes fracturées se déplacèrent, et la douleur qui arriva était d'une nature entièrement différente, aiguë, blanche, précise, et absolument sans ambiguïté. Il s'entendit émettre un son, pas un mot, juste un son, animal et involontaire. Il tenta de respirer à nouveau, plus superficiellement cette fois, et le monde s'aiguisa autour de lui. Il était allongé sur quelque chose d'environ 60 centimètres de large. Il pouvait en sentir les bords sans bouger. Il tourna la tête très lentement vers la droite. La paroi de la crevasse était assez proche pour être touchée. D'un bleu profond. Pas le bleu du ciel ou de la mer, mais le bleu de la glace comprimée qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis 10 000 ans. Bleu ancien. Froid et parfait et absolument indifférent. Il pouvait distinguer les couches qui la composaient, des siècles empilés comme les pages d'un livre. Et c'était beau de la façon dont seules les choses qui peuvent vous tuer peuvent être belles. Il tourna la tête vers la gauche, la même paroi, le même bleu ancestral, à moins d'1 mètre. Il était pris dans une fissure à peine assez large pour le contenir. Il devait savoir ce qui était brisé. Il procéda de manière systématique, comme on l'enseigne en médecine de montagne, de haut en bas. Sa tête était intacte, il pouvait bouger le cou. Son bras gauche répondait, les doigts obéissant sur commande. Son bras droit, non. Il gisait à son côté, selon un angle que les bras n'atteignent pas naturellement, et quand il y concentra son attention, le signal qui revint était chaud et confus, les tissus autour de la fracture déjà gonflés, les extrémités osseuses séparées. Ce bras ne lui servirait à rien, absolument à rien. Son tronc. Il respira à nouveau. Les côtes des 2 côtés étaient endommagées. Respirer lui coûterait. Chaque inspiration serait une négociation. Il ne savait pas encore qu'il avait fracturé 15 os au total, que sa rate saignait lentement dans sa cavité abdominale, que les hématomes autour de ses reins allaient teindre son tronc de la couleur d'un ciel d'orage. Il ne savait que ce qu'il pouvait sentir, et ce qu'il pouvait sentir suffisait. Il était gravement, sérieusement, peut-être fatalement blessé. Il se trouvait au fond d'une crevasse dans l'Himalaya. Personne ne l'avait vu tomber. Il laissa cela s'installer. Il se donna exactement ces quelques secondes pour ressentir le plein poids de cette réalité, pour laisser son esprit aller dans ce lieu sombre et le regarder directement. Parce que les alpinistes qui survivent à ces situations rapportent tous la même chose. Le moment où l'on refuse de voir la réalité clairement est le moment où l'on commence à prendre des décisions fatales. Il la regarda, il fit le calcul. Aucune équipe de secours ne le trouverait à temps. Même si son compagnon de camp le signalait disparu au coucher du soleil, une recherche ne commencerait qu'au matin. Au matin, il se trouverait au fond d'un puits de glace de 20 mètres depuis plus de 12 heures. La température ici était déjà inférieure à moins 15 degrés Celsius. Sa température centrale chutait. L'hypothermie dans ces conditions arrive dans 2 à 4 heures. Après cela, ses muscles cesseraient de coopérer. Son esprit commencerait à se ramollir et à rêver. Il regarda vers le haut. Au-dessus de lui, les parois de la crevasse s'élevaient en une colonne quasi verticale. Tout en haut, cette ouverture infiniment lointaine, cette fine ligne de ciel blanc. 20 mètres. Les parois n'étaient pas droites. Elles se penchaient légèrement vers l'intérieur, ce qui signifiait que l'ascension l'obligerait à pousser vers l'extérieur contre la glace en montant, en surplomb par endroits, luttant contre la gravité à chaque centimètre. Avec un seul bras, avec des côtes fracturées qui faisaient de chaque souffle une punition, avec des hémorragies internes qu'il pouvait sentir, mais pas voir. Il regarda vers le bas. Sous le pont de glace sur lequel il reposait, il n'y avait rien. Pas de fond. Juste une descente dans une obscurité parfaite,
le genre d'obscurité qui n'a pas de sol, qui descend jusqu'à ce que le concept de descendre devienne sans signification. Il déplaça légèrement son poids pour tester le pont. Il tint, pour l'instant. Si le vertige et le froid vous ont déjà atteint à travers l'écran, c'est le moment. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à The Human Limit pour suivre les limites du corps humain. Parce que ce que cet homme décida ensuite devrait être vu par chaque personne qui s'est jamais demandé ce dont elle était vraiment capable. Il décida de grimper. Non parce qu'il était certain d'y arriver, il ne l'était pas. La partie rationnelle de son esprit, celle qui avait survécu à 2 décennies d'alpinisme en respectant les mathématiques, lui disait que les probabilités étaient contre lui. Mais l'autre partie, celle qui existait en dessous du calcul, celle qui était simplement et furieusement vivante, cette partie-là refusait de s'allonger sur un pont de glace pour mourir. Il se roula sur le côté gauche, lentement, avec le soin d'un homme désamorçant quelque chose. Les côtes crièrent. Il respira à travers en petites gorgées courtes et contrôlées. Il trouva son piolet, toujours fixé à son poignet par sa dragonne, le remonta dans sa main gauche. Il testa la prise. Elle tint. Il se mit à genoux. Cela lui prit 4 minutes. Plus tard, quand il tenta de le décrire, il dit que c'était les 4 minutes les plus difficiles de toute l'épreuve. Passer de la position allongée à la position agenouillée, avec des côtes fracturées et un bras inutilisable, dans un espace à peine assez large pour se retourner, était un problème qui exigea toute sa capacité intellectuelle et physique. Il devait penser chaque mouvement avant de l'exécuter, parce que la moindre erreur, le moindre glissement, signifiait tomber du pont dans le vide en dessous. Il y arriva. Il plaça la pointe du piolet contre la paroi. Il la balança, et la pointe mordit dans la glace avec un son de coup de feu dans cet espace étroit. Il tira. Il enfonça ses crampons contre la paroi, trouva appui, s'éleva de 6 centimètres. 6 centimètres. Il se reposa. Il respira. Les côtes se déplacèrent, la douleur culmina et reflua comme une vague. Il balança le piolet à nouveau. C'est ainsi que cela se passa. 6 centimètres à la fois, parfois 4. Parfois, quand la glace était plus dure ou que ses forces défaillaient un instant d'eux, il balançait le piolet, plantait la pointe, tirait avec chaque gramme de force que son bras gauche possédait, poussait avec ses jambes contre la paroi, gagnait quelques centimètres, se pressait contre la glace pour se reposer, respirait à travers les côtes et recommençait. Son bras droit fracturé était le pire aspect de l'ascension. Il pendait à son côté et lorsqu'il se déplaçait, le bras se déplaçait avec lui, les extrémités osseuses se frottant l'une contre l'autre avec une sensation qui opérait dans sa propre dimension distincte de l'horreur. Il tenta de le maintenir immobile en le pressant contre son corps, mais la paroi n'était pas toujours assez proche et parfois le bras se balançait librement et le mouvement envoyait un signal à travers son épaule qui lui brouillait momentanément la vue. À environ 4 mètres, il entra dans la section en surplomb. Les parois s'inclinaient vers l'intérieur au-dessus de lui, ce qui signifiait qu'il ne grimpait plus une surface verticale. Il grimpait une surface qui surplombait, l'obligeant à soutenir tout son poids corporel sur la pointe d'un piolet planté au-dessus de sa tête, tandis que ses pieds cherchaient des appuis sur une glace presque horizontale. Son épaule gauche commença à brûler d'une fatigue profonde et structurelle qui l'effraya davantage que le bras fracturé. Il était à court de force dans le seul membre qui comptait. Il s'arrêta. Il se pressa contre la glace et se donna 30 secondes pour ne rien faire d'autre que respirer et laisser l'acide lactique quitter le muscle. 30 secondes, se dit-il, puis on repart. Le froid agissait maintenant sur lui d'une manière qu'il pouvait sentir, les doigts de la main gauche perdant leur acuité, la sensation dans ses pieds devenant étouffée et peu fiable. L'hypothermie n'arrive pas en un seul instant. Elle s'insinue par les bords. Elle ramollit les frontières des choses. Son esprit commençait à dériver. À 6 mètres, il commença à avoir des hallucinations aux marges de son champ visuel. Juste des scintillements, une suggestion de mouvement dans sa vision périphérique. Il l'ignora et se concentra sur la glace directement devant son visage, sur les cristaux individuels, sur la pointe du piolet, sur les 6 prochains centimètres.
À 10 mètres, il commença à se parler à lui-même, pas de manière cohérente au début, juste des sons, des demi-mots, l'équivalent verbal d'allumer une lumière dans une maison sombre. Puis des phrases complètes, il parla de sa fille, il parla d'un restaurant qu'il aimait à Katmandou, il parla de l'odeur spécifique du café le matin au camp de base. Il parla pour empêcher son esprit d'aller quelque part dont il ne pourrait pas revenir. À 15 mètres, il regarda vers le haut et ne put dire si la fente de ciel au-dessus de lui était plus proche ou si ses yeux le lâchaient. Elle semblait être au même endroit qu'elle avait toujours été, l'infini, portant le visage du ciel. Il enfonça le piolet dans la glace et cria, non de douleur, de quelque chose d'autre, du refus. Et le cri résonna dans la crevasse et lui revint transformé, et il balança le piolet encore une fois et grimpa 6 centimètres de plus. À 18 mètres, sa main gauche cessa de sentir le manche du piolet. Il pouvait voir ses doigts enroulés autour. Il pouvait dire à la tension dans son avant-bras qu'il le tenait. Mais le signal sensoriel avait été coupé par le froid, et il grimpait par la vue et la foi seul, observant sa main plutôt que la sentant, faisant confiance que la connexion était encore là, même quand ses nerfs disaient le contraire. 2 mètres. Il pouvait voir la texture de la neige à la lèvre de la crevasse. Il pouvait voir des cristaux individuels. Il enfonça le piolet une dernière fois dans la glace, juste en dessous du bord, et il mordit profond, et il tira, et son bras gauche tremblait sous l'effort, le muscle au-delà de l'épuisement dans quelque chose qui dépassait l'épuisement et n'avait pas de nom, et il tira encore, et sa poitrine atteignit le bord, et il accrocha son coude gauche par-dessus le rebord, et il tira, et il roula. Il roula hors de la crevasse et sur la surface du glacier. Il était allongé sur le dos dans la neige, et la lumière du soleil le frappa comme un mur. Après l'obscurité bleue de la crevasse, le matin himalayen était violent dans sa clarté, et il ne pouvait pas le regarder directement, et il s'en moquait. Et il gisait là en émettant des sons qui n'étaient pas des mots, regardant un ciel qui avait le même bleu pâle et froid que les parois de glace qu'il avait tenues, et il se trouvait du bon côté. Il ne se leva pas, il ne pouvait pas se lever, il rampa. Il lui fallut 2 heures pour couvrir la distance jusqu'au camp, une distance qu'il avait parcourue en 15 minutes ce matin-là. Il rampa sur son avant-bras gauche et ses genoux, traînant son bras droit, s'arrêtant toutes les quelques minutes pour poser son front contre la neige et respirer à travers les côtes dans ses petites gorgées soigneuses et superficielles. La neige était douce et le soleil la réchauffait, et il se concentra sur sa texture contre sa peau et sur la direction précise du camp, et il avança. Quand son compagnon de cordée le vit ramper sur le glacier, il ne comprit pas immédiatement ce qu'il voyait. Il dit plus tard que son cerveau refusait d'interpréter la scène, puis il courut. À l'hôpital de Katmandou, les médecins comptèrent les dégâts. 15 fractures, hémorragie interne due à une rate lacérée, gelure sur 3 doigts de la main gauche, hypothermie, et un humérus droit si complètement fracassé qu'il nécessita 3 opérations et une plaque en titane pour être reconstruit. Il avait grimpé 20 mètres de glace en surplomb dans cet état, avec un seul bras, seul. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos d'histoires comme celle-ci. Nous venons à elle en cherchant quelque chose. Parfois, nous nous disons que nous cherchons de l'inspiration, ou la preuve que le corps humain est plus capable que nous ne le savons, et c'est vrai. Mais je crois que nous cherchons aussi quelque chose de plus difficile à nommer. Nous cherchons la ligne entre la personne qui s'en sort et celle qui ne s'en sort pas. Nous voulons savoir où elle se trouve, afin de savoir de quel côté nous sommes. Et la réponse honnête est que cette ligne n'est pas tracée par la capacité physique. Elle n'est pas tracée par l'entraînement, l'expérience ou l'équipement. Elle est tracée et retracée, moment après moment, par la décision de prendre encore un souffle, de balancer le piolet encore une fois, de ramper encore 1 mètre vers le camp. Il n'a pas survécu parce qu'il était plus fort que la montagne. Il a survécu parce qu'il a refusé, de la manière la plus fondamentale et la plus silencieuse qui soit, de s'arrêter. C'est the human limit. Pas le plafond, le plancher, le point le plus bas absolu depuis lequel un être humain peut encore choisir de se relever. C'est the human limit. Abonnez-vous.
parce que nous ne faisons que commencer.